Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate ELF, le podcast 100% ELF des équipes de The Free Agent. Oui, parce qu'il y a les previews NFL qui ont commencé, alors faut pas que je me switch entre le ELF et la NFL. Je suis de retour après, ça fait combien de mois que je suis parti? 3 mois, 4 mois, 5 mois? Plus que la saison ELF. Au moins tout ça. Et on a, qu'est-ce qu'il montre encore? Et ça commence bien, tiens. Et on est avec, on est en comité réduit parce que Wayne est parti flâner sur les plages portugaises, Steven est parti flâner au milieu de la montagne, donc nous sommes en comité réduit, mais néanmoins intéressant. Avec mon Julien, salut Jules, comment ça va? Salut tout le monde, ça va très bien. Et avec Kevin, comment vas-tu mon Kevin? Petite dépression post-JO, mais sinon ça va puisqu'on a gagné. Oui, on ne savait pas quoi faire aujourd'hui. Voilà, exactement. On ne savait pas quoi faire aujourd'hui. Et nous accueillons avec nous un natif d'Ancenis, je crois. C'est ça, mon cher? Ouais, exactement. Tout à fait. Et t'as vu, j'ai retenu. Hein. Un natif d'Ancenis qui a joué à Angers au football américain. Il a joué DB, il a joué D-line, il a même joué un petit peu linebacker. Et il est devenu kicker chez les Mousquetaires. C'est sa première saison chez les Mousquetaires de Paris. Il porte le numéro 30. C'est Mathis Dupont. Salut Mathis, comment vas-tu? Ça va très bien, vous? T'as vu un peu cette présentation? Ouais, c'est beau, il a bossé. Il a bossé où il a regardé. J'ai oublié un poste. Ouais. Ah, j'ai oublié quoi? Receveur. Ah, c'est vrai, t'as joué receveur. C'est vrai aussi. Mais, non, mais dans l'ensemble, très propre, franchement. Voilà. Oui, bah alors, c'est grâce aussi à la vidéo de Waik qu'on salue et qu'on vous encourage à aller regarder sur YouTube. Pendant 1 heure, vous aurez tout le parcours de Mathis. Alors, nous, on va en reparler un petit peu, mais là, vous aurez vraiment quelque chose de très détaillé sur toute sa vie, ses blessures, toute sa vie, parce qu'il a que 22 ans. C'est un petit jeune, notre Mathis, mais oui, c'est le plus jeune de l'émission, hein, faut pas se cacher. Mais en tout cas. Hugo, il a le même âge que moi, il me semble. Ouais. Non, mais le plus jeune entre les chroniqueurs, je parlais aujourd'hui présent là. Ah oui. Sinon voilà. Et encore heureusement, on n'a pas Waik parce que bon, sinon ça faisait encore remonter la moyenne d'âge. Alors, bon, les amis, comment ça s'est passé ce petit week-end à Cologne, Jules? C'était bien les Mousquetaires ce week-end? Bon, écoute, on est plutôt content du résultat, quoi. Hein. Grosse raclée 57-7. Hein. Le match est très vite décidé. Même si c'est Cologne qui marque en premier sur leur opening drive, la suite, ils mettent 0 points. Donc, la défense ultra dominante, l'attaque qui se régale. Encore une fois, même avec pas mal d'absents, on pourra revenir après, mais il y avait quand même pas mal d'absents. Au final, il y a des joueurs quand même qui soignent un petit peu les bobos, là, vu qu'il n'y a plus de bye week et qu'on s'approche quand même bientôt des playoffs, et ça s'est très bien passé, quoi. Alors justement, puisque tu parles de l'absence de bye week, une première question pour Mathis, parce que vous avez quand même eu là un calendrier assez compliqué au niveau des déplacements. Vous avez été, si je dis pas de bêtises, c'est à Madrid, ensuite au Rheinfire, ensuite à Berlin, là à Cologne. Ça fait quand même 4 matchs d'affilée. Samedi, vous allez enfin retrouver Jean Bouin pour le match contre Madrid, où on vous le dira, mais il y aura à peu près toute l'équipe à Jean Bouin, donc voilà, vous prévenir, toute l'équipe des Mousquetaires, mais toute l'équipe de Tailgate aussi. Comment vous avez géré ça physiquement aussi, ces accumulations de déplacements qui doivent quand même pas être faciles? En vrai, c'est beaucoup de fatigue. Comment on l'a géré? On l'a géré avec une adaptation à l'entraînement et beaucoup de soins. Par exemple, que ce soit massage, chiropracteur, kiné. On a fait en sorte d'être au top en termes de récupération avec sommeil, alimentation, salle de sport, etc. Et on a essayé de gérer au mieux. Peut-être on aurait pu mieux faire, peut-être pas. Mais en tout cas, on a essayé de faire au mieux pour tout le monde. Quand j'avais interviewé Marc Mathioli, il m'avait dit... alors, je l'avais interviewé en anglais, pour information. Il m'avait dit, mais à l'écrit, il m'avait dit, c'est pas un calendrier idéal, mais de toute façon, on n'a pas trop le temps. Donc voilà, c'est exactement. Un petit peu le truc. Bon, n'empêche que samedi, il va y avoir un gros match. On en reparlera en fin d'émission contre Madrid. Et le stade se remplit doucement. J'ai regardé tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à prendre vos billets si ce n'est pas encore fait et à venir supporter les Mousquetaires. Avant ça, on va reparler du match de dimanche. Comme tu l'as dit, Julien, ça avait plutôt mal démarré. 7-0 pour Cologne et une attaque qui, au début, patine un peu. Comment t'expliques, toi, Mathis, qu'on n'a jamais eu encore pour l'instant 60 minutes pleines, un match plein des Mousquetaires? Comment je l'explique? J'ai pas trop d'explications. Tout dépend de comment chaque joueur est dans son match, comment chaque joueur est préparé, comment chaque joueur se sent mentalement.
parce qu'on a beau être prêt physiquement, parfois mentalement, ça ne suit pas toujours. Donc ça, tout dépend des joueurs, de leur préparation, de comment ils se sentent. Et le temps que ça se mette en place, une attaque, c'est toujours plus compliqué à mettre en place qu'une défense, pour moi. Parce qu'une défense, tu as un concept et les meilleurs joueurs jouent et derrière, ça déroule. Mais l'attaque, le QB doit créer des connexions avec ses receveurs, doit faire confiance totalement à ses O-line. Donc pour moi, c'est toujours un petit peu plus délicat de mettre en place une attaque, même si je trouve que depuis le début de la saison, on arrive plutôt bien à le gérer. Je pense que c'est vraiment une montée en puissance pour que pendant les playoffs, on explose et on puisse aller chercher le titre. J'espère en tout cas. On l'espère aussi. On a cette idée de monter en puissance et c'est vrai, Kevin, qu'on a eu ça aussi dans ce match-là. C'est-à-dire que ça a semblé démarrer relativement doucement et à partir de la deuxième mi-temps, ça a été le rouleau compresseur parisien qui a roulé sur Cologne. À défaut en différence comparé au début de la saison où on était vraiment très très bon sur la première période et la deuxième période, on se relâchait un petit peu. Ce qui a été reproché par certains ou par d'autres après certains matchs, mais je trouve que dans l'ensemble, on arrive plutôt bien à se gérer au fur et à mesure des matchs, malgré la fatigue et le calendrier plutôt chaotique. Non, mais c'est une copie du match aller en fait. C'était exactement comme ça au match aller où pareil, on débute un peu doucement, on se pose quelques questions, puis au final, ça déroule. Donc, totalement. Et puis là, on a vraiment, Julien aussi, eu un panel, Mathis parlait de l'attaque difficile à mettre en place et des connexions. On a vraiment eu, on a 2 touchdowns, si je ne dis pas de bêtises, d'Austin Mitchell. On en a 2 de Rémi aussi, Berthelin. Voilà, on a Chris Wombo qui, en fin de 4e quart-temps, se voit enfin récompensé de son match parce que c'est il fait un bon match. Ouais. Et c'est passé aussi par la course au moment où... Je sais pas sur qui à qui ils l'ont attribué, si c'est à Chris ou à Je crois Police. que c'est à Chris. Moi, je crois qu'ils l'ont donné à Chris et moi, je le donne à Chris. Dans mon résumé, je le donne à Chris. Non, je pense qu'il a passé. En fait, j'avais un doute de ce qu'ils avaient passé la ligne ou pas. Parce qu'il perd le ballon, en fait. Oui, Florian, oui. Il y en a un de Florian aussi. Oui, il y en a un de Florian. Il y en a un de Zach. Ouais, il y en a un de Zach aussi. Donc voilà. Les connexions commencent à se faire de plus en plus. Ouais, puis comme on l'a dit, tu vois, pour enchaîner, tu vois, par rapport à ce qu'ils disaient, Flav, c'est qu'au final, on le dit depuis des semaines, mais l'équipe est complète à tous les postes, tu vois, il y a des absents, surtout là aussi en défense, et au final, la défense n'est pas inquiétée, alors que on dit Cologne, quand même, depuis quelques matchs, ils font quand même un peu leur meilleur football de la saison, c'est une équipe intéressante. Tu as peut-être la liste des absents là, mais c'est pas n'importe qui. Les absents non plus. Non pas qu'il y ait n'importe qui dans l'équipe, mais franchement, dans les non-absents. Là, pour ressaisir, je l'ai parce que j'en ai parlé un peu en avant-match. En attaque, on n'avait pas Anthony Mongo, on n'avait pas Shea Kuso, on n'avait pas Jason Agamon. Ouais. Donc déjà, c'est quand même des sacrés noms qui sont au repos, quoi. En défense, on avait Jordan Genmark-If. On avait Matthew Beard et on a Chandler Jones qui n'a pas encore été réactivé de hier. Et il y a Idriss Jean-Alphonse. Ça fait quand même pas mal de DB qui étaient sur le flanc du truc. Donc. Là, ça se sent en fait justement que t'as pas une bye week tardive là comme le Rainfire ou les Vikings. Non, mais le Rainfire, ils leur ont fait un calendrier. Moi, je suis désolé, je vais remettre les pieds dans le plat, mais c'est une ligue allemande. C'est la German Football League. Non, mais à un moment, il faut arrêter. Quoi. Déjà qu'ils nous ont banané en handball en quart de finale. Alors c'est pas vraiment grâce aux Allemands. Attention, la minute Géo, Kevin va s'énerver. On salue Dika, s'il nous écoute. Mais c'est vrai que, voilà, franchement, le Rainfire, ils ont un calendrier idéal. Ils ont leurs 2 bye week enfin. La limite, ils vont avoir 2 semaines de repos pour aborder les playoffs. Bref, voilà, donnez-leur le titre tout de suite. Et non, il y a les mousquetaires qui vont venir vous embêter. En plus, ça, c'est les équipes au final qui vont être dans le rythme, je pense, qui vont quand même être intéressantes sur le terrain. J'aimerais bien que ça leur tire une balle dans le pied, le fait d'avoir 2 semaines de bye week et de se dire on va revenir, ça va être tranquille. Au final. Ça va leur péter au nez. La Ligue a fait exprès de faire perdre le Search. Et c'est pas le seul, parce que. Pour que le Rainfire ait une semaine en plus. Parce que les Vikings aussi, ils ont bye week et au final, ils ont le first seed, donc ils vont être double bye week. Ils vont pas jouer pendant 2 semaines. Qu'est-ce que ça va donner sur le terrain, tu vois? Oui, on aura le temps de reparler des playoffs. Les playoffs, alors tiens, pendant qu'on y est, parlons de la situation des playoffs, mon cher Kevin, parce que j'ai vu que tu t'étais permis de reprendre le compte officiel des Mousquetaires de Paris, qui a annoncé que si on gagnait samedi, nous étions en playoff à la maison. Que nenni, mon coco.
Ce n'est pas le cas, pas encore tout à fait. Pourquoi alors en plus, avec la victoire des Raiders dimanche, ça c'est encore moins vrai. Donc les Raiders et les Ravens sont à 7 victoires, 3 défaites. Donc ils ont une défaite de plus que nous. Le seul truc, c'est que nous, on peut encore perdre contre le Galaxy. Alors eux, ils peuvent perdre encore, mais s'ils gagnent, alors ils peuvent pas, les deux peuvent pas gagner tous leurs matchs puisqu'ils se rencontrent en semaine 14. Mais il y a au moins un des deux qui pourrait avoir seulement 3 défaites. Nous, si on perd, donc soit contre Madrid, soit contre le Galaxy, on a aussi 3 défaites. Et le problème, c'est que dans la conférence centrale, il y a Barcelone, il y a les mercenaires, les Helvetics Mercenaries, et donc du coup, en termes de points, ça enquille. Et donc le tiebreaker se fait sur le point de différence quand il n'y a pas de tête-à-tête. Et donc à ce petit jeu-là, on est largement derrière. Donc s'il y a une des deux équipes qui a le même nombre de victoires, on est derrière. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Donc si on gagne contre Madrid la semaine prochaine, on a la place en play-off, mais on n'a pas encore le play-off à domicile. Il faut mettre des points, quoi. C'est là avantageux là d'aller chercher des matchs. Oui, alors il faut minimum mettre des points, 35 mais nous on est moins inquiétés quand même que les autres, que tu vois, Raiders, Ravens. Clairement, ça sert plus à rien de mettre des points puisque Munich en ayant planté 90 la semaine dernière, le game est fini. Voilà. Donc, mais n'empêche qu'on est quand même en bonne voie. On va dire qu'on a un pied et 4 orteils en pour en fait, playoff, logiquement, c'est fait. Il y a des calculs encore, mais logiquement, c'est fait parce qu'il n'y a aucune équipe qui remontera tout ça de toute façon. Après, il y a beaucoup de si aussi. Ouais. Oui, voilà. Oui, mais c'est pas. Merci Mathis. Il est là pour ramener du calme dans l'émission. Il suffit d'une défaite contre le Galaxy et on est derrière. Donc, après la victoire contre Madrid nous permettrait d'avoir déjà une petite d'avance sur le. Sur Madrid d'être qualifié. C'est juste après le site. Puis de toute façon, on est tous dans une optique où on perd plus aucun match jusqu'à la finale. Oui, de toute façon, là, c'est sûr. C'est aussi la mentalité, quoi. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. On va gagner ça comme tout le monde le souhaite et le veut, et on met les choses en place pour y arriver. Donc, ça devrait le faire. La finale qui se déroulera, je le rappelle, Julien, avant que tu poses les questions, à la Veltins Arena, dans l'antre de Schalke 04. Oui, vous vous rendez compte quand même, leur match international, il n'est pas en Allemagne. Je réfléchis par rapport au calendrier, mais au final, le calendrier, il nous avantageait pas, mais on pouvait pas avoir beaucoup mieux au final, au vu des JO. Non, de toute façon, il y avait l'Euro en Allemagne et les JO qui s'enchaînaient. Voilà. Donc c'était entre l'Euro de foot en Allemagne et les JO, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Ouais, c'était quasiment impossible de faire un bye week, pas le début de la compétition, ça aurait été pas mal déjà. Mais un peu plus tard, il aurait fallu faire un bail là pendant les JO éventuellement. Il va se poser, Kevin, tiens, juste parce que c'est toi qui as posé la question à Beansport, on va se poser la question du problème de Jean-Bouin pour le match de play-off aussi, puisque Marc-Angelo Souma nous a confirmé que Jean-Bouin ne serait pas disponible à la date du tour de play-off. Donc, Stade de France, direct. Ouais, Stade de France, les gars. C'est bon, c'est Paris là. Si je peux glisser quelque chose, si vous pouviez venir jouer à Villeneuve d'Ascq, histoire que ce soit plus proche de chez moi. J'ai failli proposer le Stade de France. Le problème du Stade de France, c'est qu'il y a les JO paralympiques. Oui, voilà. Et donc c'est le même problème. Par contre, le stade de la Vallée du Cher à Tours est libre si vous voulez. Il veut Tours. Sachant que maintenant, en plus, ils vont aller à Angers. Ils vont aller jouer à Raymond Kopa juste pour faire plaisir à Mathis. Ça va finir à Vous pouvez venir à Tours, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est quand même dommage parce qu'on aimerait qu'il y ait beaucoup de gens pour le match de play-off pour supporter l'équipe. Et si c'est pas Jean-Bouin, c'est Maracana au Brésil. Qu'est-ce que ça pourra donner, tu vois? C'est un peu. Et surtout, il faudra préparer le truc assez tôt, que c'est quand même dans quelques semaines en finale. C'est ça. Après, il y a un stade qui est juste à côté aussi de Jean-Bouin. Oui, c'est ce que j'avais dit. Et je crois que le PSG joue pas ce week-end. Oui, mais le problème, c'est que c'est pareil, c'est que est-ce qu'il est pas utilisé pour les Paralympiques? Comment ça nous embêtait avec leur Paralympique là? Nous allons enquêter. On en parlait déjà de ça en fait à la fin de la dernière émission. On disait que justement. Je vais regarder les sites des Paralympiques. Là au moins Flav a des détails en plus. Donc, non, j'en ai pas. C'est Marc. Non, mais juste. Mais juste sur cette info parce que c'est quand même intéressant de se dire que c'est quand même juste dans 3 semaines quoi, à peine qu'il faudrait que les gens soient au courant du truc. Donc en fait, c'est quand même limite. Oui. Voilà. Ou alors il faut perdre contre Francfort et puis comme ça on n'est pas à domicile. Mais bon. Pas du tout. Donc, le Stade de France est bien pris. Oui, le Stade de France est bien pris. Pendant
Pendant que Kevin nous check tous les Jeux paralympiques, est-ce que tu as une question de nos chers auditeurs, Julien, pour Mathis? Oui, on a 3 questions là qu'on a demandé aux gens en après-midi sur Twitter. Alors la première, comment c'est de jouer à un poste si spécifique où tu as une chose à faire et que l'erreur peut coûter un match? C'est beaucoup de mental, en vérité. Les gars ici, Austin, du moins, il aime bien m'appeler Matty Ice. Par rapport au fait que l'image que je rends, c'est le fait que je sois toujours calme et que je sois serein dans ce que je fais. Mais c'est énormément de mental. C'est pas réellement beaucoup de physique en soi. C'est si tu suis pas ta routine, si tu suis pas tout ce que tu mets à l'entraînement, si tu fais pas confiance à tes bloqueurs, à ton snapper, à ton holder, bah tu joues pas et tu rates. Alors que si tu te focuses juste sur ta routine, ce que tu as à faire, et que tu fais confiance à tout le monde, tu as 90% de chances de le passer. Et derrière, les 10%, c'est que toi, ta technique et ce que tu sais faire. Donc, dans l'ensemble, c'est compliqué sans l'être. C'est ça qui est bizarre. Je pourrais que inviter les gens à aller écouter l'interview que tu as fait avec Wake où tu décris bien ton parcours et justement c'est très très intéressant de savoir d'où tu viens. Là ça serait trop long là de tout résumer là pour le podcast, mais t'es quand même quelqu'un qui vient de Détroit et qui a jump direct en ELF. Non, de Division 3, hein, pas de Detroit. Hein. Oh là là. On n'est pas encore à 40 minutes, hein, les blagues, faut attendre. Hein. Ah non, mais c'est pas une blague, c'est que après tu vas dire il est venu de Détroit et je te garantis qu'il y en a qui vont croire qu'il vient des Lions. Oui, c'est vrai, mais moi je parle. Oui, bon, tu as joué en Division 3 en France, en Détroit, pour être plus précis. Voilà. Et tu as jump direct en ELF. Donc, comment un peu tu gères le fait d'avoir quand même une petite pression à dire c'est quand même un poste qui a une certaine importance et sachant que l'année dernière c'était un des points qui était en special team le plus critique, de dire que l'équipe ne pouvait pas mettre de field goal. Le kicking game, c'était quand même un point qui était un peu négatif en fin de saison. Et là, on a vu quand même que tu apportes un truc en plus à l'équipe. Donc, comment toi, en venant de Division 3, direct ELF, tu as un peu t'as une certaine pression ou en fait, tu t'es très vite acclimaté au niveau pro? Très vite acclimaté, ce serait mentir de dire ça, parce qu'en vérité, je pense pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a une pression mentale, une pression physique, tu dois suivre des règles, tu dois suivre beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est sûr, on montre que les bons moments, mais c'est pas facile pour tout le monde et c'est pas facile au quotidien, du moins pour tout le monde. Après, pour moi, c'est beaucoup de travail personnel, parce que forcément, quand tu passes de D3 à ELF, tu te dis tu vas avoir des attentes. Les gens vont compter sur toi et faut que tu te fasses ta place dans l'équipe. Il faut que les coachs te fassent confiance. En fait, il y a beaucoup de faux et de si. Donc, il faut réussir à faire ça rapidement au début du camp. Puis, une fois que tu l'as fait au début du camp, il faut montrer que tu sais aussi le faire en match. Et il faut que juste tu sois droit dans tes bottes, tu sois solide mentalement. Et derrière, c'est, je pense, beaucoup de travail mental avec les autres. Et à l'entraînement, ils savent aussi très bien le faire. Ils mettent beaucoup plus de pression. J'ai beaucoup plus de pression à l'entraînement quand je tire que quand je suis en match. Oui, les quelques joueurs qu'on a reçus, comme Jason Aguemon, les joueurs en qui joue attaque, ils nous disent la défense, au final, vous permet de vous préparer au meilleur niveau par rapport à la défense de Paris. Quand ils se mettent en face de moi, ça me trash talk, ça crie, ça me met des situations, par exemple, finale de LF contre je ne sais quelle équipe, on est à 50 yards, si tu le mets pas, on perd. Tu vois, il y en a beaucoup qui parlent derrière moi, qui crient, etc. Donc, je pense que c'est grâce aussi beaucoup à eux que j'ai réussi à, entre guillemets, avoir moins de pression en match qu'à l'entraînement. Mais après, ça reste, moi, j'ai dû faire les bonnes actions et les bonnes choses au bon moment et quand on me le demandait. Et je pense que les coachs et même le staff me fait beaucoup plus confiance depuis le match contre Madrid à l'extérieur. Je pense tu mets 3 field goals, hein. Tu mets un 47 yards et 2 à 30 yards. Ouais, exactement. Et je pense que c'est depuis ce moment-là où ça a montré que j'étais capable de. Après, le match à Renfire m'a pas forcément aidé. Donc, du coup, je rate mon field goal et mon PAT. Après, toutes les choses qui vont autour font partie aussi de ce que je dois faire. Donc, je le prends pour moi. Mais je pense qu'il faut juste répondre présent au bon moment quand ils ont vraiment besoin de moi. Mais c'est vrai le poste de kicker, c'est un poste
et on le reconnaît, hein, qu'on met pas forcément assez en valeur parce qu'on l'a vu l'an dernier, et on salue Benjamin Bonneau et rien du tout contre Benjamin, bien évidemment, C'est un mais, très bon kicker. mais bien sûr, c'est un très bon clicker et il n'y a rien de négatif dans ce que je veux dire. Mais Totalement. quand on a ne serait-ce qu'un manque de confiance parce que le premier coup de pied, le deuxième coup de pied passe pas, ça peut engendrer une mauvaise saison. Et mine de rien, l'an dernier, ça forçait Zach et les coachs à partir en 4e tentative sur des situations où des équipes allaient tenter un field goal, où là, par exemple, à Madrid, on a pris le field goal, on a pris les 3 points que tu as marqués. Même chose pour les conversions à 2 points, qu'on tentait beaucoup plus l'an dernier que cette année. Donc ça engendre quelque part, ça a une conséquence directe sur le déroulement de la saison. Et sachant que c'était le point un peu noir, comme l'a dit Julien, de la saison dernière, toi, est-ce que tu es arrivé en te disant, ils me font confiance, tu as une pression encore plus grande parce que tu sais que c'est l'un des points à changer pour que les Mousquetaires réussissent? Sur le moment, je me disais pas, ils me font confiance, j'ai une grosse, entre guillemets, attente sur moi, etc. Je me suis plus dit, écoute, tu viens de nulle part, personne te fait confiance, personne te connaît, c'est à toi de construire ça pour qu'au final, les gens ils aient la possibilité de dire, ok, on a une grosse attaque, une grosse défense, et on a un gros kicking game qui fait qu'on peut aussi s'appuyer sur moi. C'est vraiment dans cette optique-là que je me suis lancé, dans le sens où je voulais que les gens, au fur et à mesure, me fassent confiance, que les coachs, le staff et les joueurs, et qu'on puisse s'appuyer sur moi, du coup, comme ça est en train de se passer, sur ce genre de match important, où les points sont cruciaux, etc. C'est vraiment ce que j'ai cherché à faire. Après, Oui, Julien, une autre question? est-ce que j'aurais pu faire ça mieux? Non, pour l'instant. Non, alors on rappelle les stats, je les ai pas sous le nez, mais c'est plus de 75% de PAT réussis et ça doit être à plus de 80% j'ai les stats, alors pour les PAT. J'ai les stats de Sportmetrics. Alors, ouais, mais rappelons quand même ce que ça vaut. Est-ce que tu comptes tes stats par hasard? Toi, tu connais tes stats ou pas, Mathis? En gros, on a une petite fiche dans les vestiaires où en gros, il y a pas les pourcentages précis et j'ai pas le nombre de points que j'ai mis de la saison. Mais par exemple, j'ai field goal 100%, il y a une barre si on n'en a pas tiré, il y a un petit tic vert si jamais j'ai tout mis, un rouge si j'en ai loupé un, et exactement la même chose pour les PAT. Ok, ouais, parce que sur les sites de l'ELF, on s'est mis à jour, mais des fois, il faut attendre avant que ça soit vraiment corrigé. Mais là, 416 yards, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Oui, voilà. Forcément. Mais non, sur les PAT, tu es à 37 sur 49, et sur les field goals, tu es à 5 sur 6. Mais je me demande si c'est pas un peu bas les field goals, parce que tu n'aurais pas tiré quand même plus de 6 field goals. Beaucoup plus, parce que rien que face au Thunder, déjà, le match aller, je crois qu'il y en a 3 ou 4, et c'est ça qui nous garde dans le match, d'ailleurs. Au Thunder, non? Non, au final, les field goals, j'en ai pas tant que ça. J'en ai deux contre Francfort à domicile chez nous, qui nous permettent de gagner. Ouais. J'ai Madrid, j'en ai 3, ça fait 5. Ouais. Et un en Runfire, et du coup, ouais, donc t'es à 6, donc t'es à 5 sur 6 field goals, et puis, comme j'ai dit, 37 sur 41 fois PAT, ce qui est quand même très très bien, quoi. Ça permet, n'empêche, toi, t'engranges de l'XP, t'as une grosse production, et au final, tu prends. Ça me fait un total de combien? Je suis à plus de 40 points. Multiplication, je sais pas si tu mets tes points. 3, 15. T'as 52 points. Ouais, c'est ça. Oh, c'est lourd. Ok. T'as mis presque autant que les Mousquetaires ce week-end. Je sais que le LF, tu vois, tous les semaines, il tweet les 5 postes de la ligue, linebacker, QB, receveur, kicker et tout. Et je pense que tu dois pas être loin du top 5 kicker de la ligue. Il faudra que je recheck, mais. Pas mal. Ouais, mais au final, comme tu dis, par rapport à ton expérience, d'arriver dans une ligue pro comme ça et d'avoir quand même une tâche qui est pas rien. Il y a beaucoup d'équipes en LF. Au final, comme tu disais chez Wake, les special teams, c'est quand même un truc en Europe, globalement, que ce soit en D3, D1, n'importe, même JFL, on est loin des special teams NFL, CFL, UFL. Et au final, il y a encore beaucoup à faire parce que les équipes n'ont pas les coachs pour juste la special team. À Paris, c'est coach running back qui est aussi special team. Donc, c'est quand même une phase de jeu en fait qui se développe parce que n'empêche, le kick-off aussi est un truc vachement important en LF. Mais en fait, c'est aussi intéressant d'avoir autant des joueurs qui ont peut-être des années d'expérience en GFL et qui viennent en ELF que des gars qui ont ton profil. Et puis en fait, on voit que ça peut marcher, quoi. C'est toujours bien pour le recrutement, quoi. Ouais, carrément. Puis ça, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que par exemple, des gars de mon équipe de Angers qui se disent: ah ouais, en fait, c'est pas impossible de passer d'une étape à une autre en grillant 3 ou 4 avant. C'est en travaillant,
je voulais juste être un exemple de travail pour des petits entre guillemets que je coachais avant et que j'apprécie vraiment fortement. Et quand je leur ai expliqué que ouais les gars, je vais signer aux Mousquetaires alors que il y a 2 mois avant je jouais en Détroit aux Yankees. Et ils m'ont regardé, ils me font, mais de quoi tu nous parles? Enfin, je dis, c'est n'importe quoi. Et ils ne me croyaient pas. Et quand c'est arrivé, ils m'ont dit, ah ouais, ok, en fait, tu as travaillé, tu as montré que, donc c'est lourd. Si ça peut inspirer peu importe qui et ouvrir des portes à d'autres, ce sera encore une fois, on en parle beaucoup, mais vraiment, allez regarder l'interview sur YouTube de Mathis par Wake. Déjà parce que Wake est un copain, on va pas se mentir, mais en plus parce que non, mais c'est vraiment intéressant. Et comme l'a dit Julien, on peut pas tout résumer, mais en gros, pour vous faire l'histoire, Mathis est arrivé assez tardivement sur le foot US. Ça fait 3 ans, c'est ça que tu joues au foot US. Il y a eu une saison blanche à cause d'une grave blessure au genou sur les ligaments croisés. Donc, grosso modo, tu as 2 ans de Covid. Voilà, et la première saison, c'est le Covid. Tu as très peu d'expérience, tu arrives là, bim, ça match avec les Mousquetaires, tu nous fais une saison à plus de 50 points. Bref, on a l'impression que c'est un peu le rêve éveillé, quoi. Ouais, c'est totalement. Comme j'ai dit, pour moi, je suis béni d'être ici et je fais juste en sorte de vivre chaque jour au maximum et de kiffer ma vie. Donc, c'est cool. Tiens, en parlant d'être béni d'être ici, je crois que tu as une question de Greg de l'Arrêt de Compagnie sur la saison prochaine. Ouais, je la gardais en dernière, celle-là, j'ai une autre question juste avant ça. Je reviens sur le top 5 des kickers. Moi, le truc que j'apprécie pas, mais je suis personne pour juger ce que fait le LF. En fait, si, vas-y, nous on juge. Nous, on a le droit, justement, nous on parle et on couvre la ligue, donc nous on s'autorise à dire des critiques. Ouais, mais moi j'ai pas le droit. Voilà, nous on n'est pas inquiétés. Envoie-la sur le chat privé, on va la dire pour toi. Oui, il y a un chat, pas nous. Je m'autorise pas. S'il y a un problème. Je m'autorise pas. Mais en gros, quand j'ai vu le top 5 des kickers qu'ils mettaient, ce que je trouvais dommage, c'est qu'ils mettaient le top 5 des joueurs qui ont mis le plus de points et pas qui sont le plus précis. C'est ça que je trouvais dommage. Oui, il pourrait y avoir, pareil, évoquer les problèmes de stats, on pourrait avoir aussi des indications sur qui est le plus précis. C'est parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas les stats à jour. Même eux, ils sont pas au courant de qui met à plus de 30, plus de 40, plus de 50, parce qu'au final, c'est aussi ça l'avantage. Et on le voit là dans la saison, je l'ai quand même vu, il y a quand même beaucoup quand tu joues face à Barcelone, ça fait déjà tu as eu au moins 10 points pour le kicker. Ouais, c'est ça, les kickers des Ravens, là, avec tous les extra points qu'il a dû mettre. Ouais. Il y a beaucoup de kickers quand même tout au long de la saison là, qui ont augmenté leur range. Et justement, ça concerne un peu ça. La deuxième question, c'est à quelle distance max tu passes un field goal à l'entraînement actuellement et quelle différence tu vois entre passer un field goal à l'entraînement et en match? Passer un field goal en situation, enfin moi tout seul de mon côté avec mon holder sans personne tout seul, le maximum que j'ai fait c'est 62 je crois ou 61. Justin Tucker on l'appelle. C'est 62 il me semble si je dis pas de bêtises, à 2 ou 3 yards près en moins ou en plus. Après en entraînement le maximum que j'ai fait je crois c'est, si je dis pas de bêtises ça doit être une 50aine. Et en match, du coup, c'est 48. C'est le match contre. Enfin, c'est au match. Madrid, c'est à 47 yards, ouais. Ouais, 47 ou 48, ouais, tout à fait. Et ce qui diffère, c'est. Alors, quand je suis tout seul, donc, je suis tranquille et si je veux mettre 15 minutes à taper mon field goal, je mets 15 minutes et il n'y a aucun souci. À l'entraînement, c'est différent parce que du coup, j'ai la pression que tout le monde crie, tout le monde. En plus, les adversaires, quand ils parlent, c'est allemand ou espagnol. Bon, espagnol, je comprends, mais allemand, je comprends rien. Donc, ils peuvent me trash talk. Faut t'envoyer Wake. C'est juste pas joli, quoi. Ouais, donc, ça me dérange pas du tout. Après, vu qu'eux, ils connaissent un petit peu ma vie et ils trash talk et c'est en français, c'est compliqué parce qu'ils savent appuyer sur des points qui font que ça te met une pression, ils jouent sur quelques trucs. Donc, ça, c'est cette pression-là. Et après, en match... tu avais un peu répondu de toute façon à la question, c'est en disant que de toute façon, quand tu t'entraînes contre une des meilleures défenses de la ligue, bah oui, tu step up, quoi. C'est ça. Et après, en match, en fait, la différence en match, c'est que j'ai une pression live, 100%. À l'entraînement, j'ai pas mes coéquipiers en défense ou ceux qui sont sur le PAT block ou field goal block qui viennent à 100%, qui sautent juste devant moi, qui essayent de bâcher la balle, etc. De temps en temps, on l'a fait, mais on l'a jamais fait jusqu'à ce qu'un joueur vienne plonger devant la balle, etc. Alors qu'en match, il y en a, ils plongent. Parfois même, ils viennent te choper une cheville, du coup, ta cheville tourne.
ton genou il tourne ou tu tombes. Ouais, puis tous les semaines en ELF, il y a des field goals ou des punts bloqués, il y a tout. Il y a beaucoup de blocs sur le special team en ELF. Exactement. Du coup, je me fais bloquer le mien contre Renfire. Enfin, c'est même mon PAT contre Renfire. En fait, c'est des petits détails qui font que. Mais par exemple, un bloc mal fait ou un bloc pas fait, ça rentre avec une pression monstre devant toi, ça rentre sur les côtés. C'est l'emprise du match, entre guillemets. Par exemple, si mon field goal permet de passer devant, du coup, je vais avoir une certaine pression. Mais s'il me permet de gagner le match, je vais avoir une autre pression. Enfin, c'est ça que j'essaie un petit peu plus de gérer. Après, la pression des adversaires, je me dis, les gars devant moi, ils sont là pour bloquer. Personne ne va me toucher. J'ai juste à me concentrer sur moi, ce que j'ai à faire et mon mouvement. Ça va passer. Et c'est sur ça que je me fixe. Et après, la pression qu'eux, ils me mettent, oui, parfois, c'est dérangeant. Mais la plupart du temps, j'essaie de faire abstraction. Et voilà. Sur cette gestion-là des coups de pied décisifs, juste avant que tu poses la dernière question, Julien, que tu as reçue, est-ce que ça marche vraiment, le coup du temps mort juste avant que le kicker frappe un field goal décisif, le fameux temps mort pour geler la jambe du kicker? Ah non, c'est John Foot's Ice, donc ça sert à rien. Est-ce que ça rajoute vraiment une pression supplémentaire? Est-ce que ça te fait réfléchir pendant ce temps mort à te dire et si je le rate, et si je le rate, et si je le rate? J'ai fait l'expérience à Madrid contre Madrid. Je ne sais plus c'était lequel, si c'était celui à 30 ou 48 yards, j'en ai aucune idée. Mais en plus de ça, ce qui m'a fait rire, c'est que le temps mort est pris et il y a un joueur de Madrid qui s'avance, qui passe la ligne, parce que c'était temps mort, qui passe la ligne, qui vient me voir et qui commence à me parler. Et il voulait me rentrer dans ma tête. Et moi, je l'ai gentiment renvoyé se faire voir. Et je suis resté focus dans mon truc. Je faisais confiance à Rémi. Rémi m'a parlé. Et du coup, après, derrière, j'ai réussi à rester focus dans ce que je devais faire. Une fois que le coup sifflet a retenti, je me suis replacé et j'ai réussi à gérer le truc. Donc, je pense des matchs avec gros enjeux, situation très serrée, je pense que ça peut te faire te poser quelques questions. Après, tout dépend mentalement comment tu gères la chose, je pense. Tout dépend de chaque personne, en vérité. C'est vraiment très mental, tu vois. C'est vraiment... Ouais, totalement. Et puis comment les équipes d'en face arrivent à mettre plus ou moins de pression en special team, parce que c'est pas toutes les équipes de la ligue qui le font encore. En fonction des coaching staff, il y a des special teams qui font beaucoup plus peur que d'autres. Ouais, totalement. Et en vérité, moi, toujours étant dit, j'ai vraiment beaucoup plus de pression à l'entraînement avec ma défense, enfin la défense de l'équipe, qui parle et qui arrive à une vitesse que contre les adversaires. Hugo nous disait la même chose chez Voilà Sévère, c'est incroyable. De toute façon, Puis on a des virus en défense aussi. Ça crie, ça parle, etc. Ils rentrent dans ta tête et ça nous forge de fou pour les matchs. Donc franchement, c'est le meilleur des comportements à avoir. Justement, avant de poser la question, moi je vais poser la mienne sur le kick-off, justement, vu qu'on parle beaucoup des field goals et des extra points, mais il y a le kick-off aussi en tant que kicker. Justement, quand tu arrives en ELF, comment ça se passe pour qu'on te présente le kick-off ELF qui est inspiré de la XFL et que aujourd'hui maintenant utilisé en NFL. Donc, est-ce que, parce que pour expliquer aux gens, c'est qu'en 2021, le ELF, c'est le kick-off NFL que vous connaissez tous là jusqu'à dernièrement, et donc la NFL a changé. Donc, quoi, déjà, est-ce que les coachs te présentent des vidéos de ce qu'a fait Benjamin Bonneau l'année dernière? Est-ce que tu regardes ce que fait les autres équipes? Est-ce que tu regardes la XFL justement? Et puis, comment tu le bosses à l'entraînement? Parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs où je trouve, sur les kick-offs, moi je considère que tu es un des meilleurs parce que tu arrives à l'envoyer assez loin. S'il faut le mettre dans le corner, tu le mets dans le corner. S'il faut mettre un touchback, tu mets un touchback. Il y a des matchs où c'est très important de mettre des touchbacks et d'autres de forcer le retour et puis de bloquer le mec sur les 10 yards. Donc comment tu le travailles ce nouveau kick-off toi en ELF? Sur le premier match, j'ai été vachement surpris parce que je connaissais l'emplacement, le dispositif de ce nouveau kick-off, mais j'avais jamais entendu parler réellement du fait de si elle dépassait pas les 40 yards. Si elle n'était pas derrière les 20, derrière les 20. Majeur touchback à 40. Si elle tapait l'intérieur du terrain puis elle sortait en end zone, c'était à 20 yards qu'on prenait. Si c'était directement touchback, c'était 30. Tout ça, j'étais pas réellement. Il y a beaucoup de pénalités sur un kick-off comme ça. Ouais. Exactement. J'étais pas totalement au courant. Donc je l'ai appris après mon premier match, totalement, parce que mon premier match, je l'ai encore une fois dit dans l'interview avec Wake, c'était franchement très mental et très compliqué pour le premier, surtout vu le stade et l'ambiance qu'il y avait. Mais au final, après derrière, j'ai des meetings moi avec mon coach. Je travaille de mon côté, je travaille en plus à l'entraînement. En fonction des game plans de chaque semaine, je m'adapte avec ce kick-off-là, la mettre ici, la mettre sur tel joueur, la mettre à telle zone, etc. J'y arrive pas forcément toujours, mais j'essaie de faire au mieux.
Et puis de toute façon, je fais des kick-offs de 416 yards. Donc, oui, c'est vrai que ça Ils ont rappelé le ballon à 400 yards, il n'y a aucun souci. Ça sort du terrain, du coup, complètement du stade. Hein, même du stade. Même de la on rue l'a du retrouvé, stade, on l'a voire retrouvé de la ville. au Parc des Princes d'ailleurs. Mais du coup, ouais, non, je le travaille pas mal de mon côté. Après, c'est bête à dire, mais le kick-off, c'est beaucoup de force. C'est beaucoup de... Ce kick-off là, oui, beaucoup, même comparé à l'ancien, je trouve. Ouais, totalement. Parce que l'ancien, il suffit juste qu'elle fasse 20 yards et derrière, ça partait. Mais là, c'est beaucoup de force et d'explosivité. Et voilà, il faut réussir à. Il y a le placement pour éviter la pénalité, mais c'est ça aussi qui est intéressant. On le disait justement sur le match retour contre Rainfire, c'est que Rainfire, ils avaient beaucoup empêché Mitchell de faire ses retours. C'était que des touchbacks, alors que Mitchell est très bon sur les retours, quoi. Donc c'est quand ta special team ne peut pas bénéficier de ton meilleur returner, d'ailleurs, t'arrives à l'handicaper. J'en profite, Julien, pour rappeler que si on nous avait pas injustement refusé un touchdown sur un retour d'Austin Mitchell au match aller contre le Rainfire, nous ne serions pas à nous poser des questions de playoff puisque nous serions avec une seule défaite. Et ça, je le dis, les arbitres étaient allemands. C'était un punt return en plus. Voilà, mais peu importe, il n'empêche que. En fait, il siffle un holding sur Paul Veritas et en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je regarde l'arbitrage en basket hier. T'inquiète pas, Mathis, t'as pas le droit de le dire, mais nous, on a le droit. Nous, on était salés. Il n'y avait rien. Hoche la tête, personne ne te voit par nous. Il n'y avait rien du tout. Moi, c'est un podcast, il n'y a pas la caméra. Moi, ça me va. Ça me va très bien. Non, mais voilà. Mais ouais, non, c'était très frustrant, très compliqué. C'est beaucoup de... Les deux défaites Rainfire sont encore c'est bien, ce sera bien pour les playoffs. Ouais, totalement. On espère les troisième playoffs. Est-ce que t'es content, tu t'en fiches, tu vas me dire, parce que tu joues pas encore en NFL, mais est-ce que le fait qu'ils aient adopté la nouvelle règle du kick-off en NFL, tu trouves ça bien? Pour moi, en soi, je trouve ça pertinent, dans le sens où ça oblige beaucoup plus les équipes à returner. Et ça peut éviter de nombreuses blessures aussi. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais entre des mecs qui essaient de bloquer des gars qui arrivent avec 40 yards d'élan et un mec qui return et un autre qui arrive avec 40 yards d'élan, quand ça fait boum. Ça fait un sacré bruit, ça fait des sacrés dégâts. Donc pour moi, c'est une bonne chose, je pense. Puis ça permet de changer et d'ouvrir aussi d'autres portes et d'autres possibilités d'eux. Mais puis ça ouvre aussi beaucoup plus de points et d'avancer dans un match avec un return entre guillemets forcé. Franchement, je trouve ça cool. D'ailleurs, en pré-saison NFL, on va rigoler parce que il y a plein de joueurs qui regardent un petit peu sur les retours comme ça, sur les kick-offs et tout, qui savent pas trop quoi faire. Il y a eu Michael Hardman d'ailleurs qui s'est fait avoir avec les Chiefs de Kansas City, qui a laissé le ballon rebondir et qui est revenu dans le terrain de jeu. Il s'est agenouillé dans la end zone pour prendre le ballon. Il y a eu safety. Bon, c'est sympa le premier week-end de pré-saison NFL. Il vaut mieux que ça lui arrive en pré-saison. Tu sentais qu'ils étaient en train de bosser encore des trucs avec les gars qui n'étaient pas encore au point. Il y a des équipes qui étaient bien préparé. Et chez Jaguar, je crois, il y a un gars, il fait un retour de 74 yards. Ça ouvre aussi beaucoup de schémas de bloc, beaucoup de schémas de déplacement, etc. sur les returns pour le returner, justement. Et si c'est bien couvert, tu n'as aucune porte d'ouverte et c'est vraiment un contre un. Si vraiment les bloqués sont bien bloqués et ils n'arrivent pas à se dégager, c'est vraiment un contre un entre le kicker et le returner. Ou alors, si tu as vraiment l'avantage physique et que tu arrives à te dégager, le returner, c'est force à toi et c'est toi et tes choix. Ouais, c'est exactement ça. C'est toi et tes choix et après, à voir ce que ça va donner. Mais ouais, non, franchement, moi ce kick-off-là, je le trouve intéressant. Je le trouve vraiment intéressant. Parce que nous, c'est vrai que ce soit nous ici ou Julien qui est un spécialiste, si tu ne connais pas, du football de printemps, donc de l'XFL et tout, c'est vrai que nous, ce nouveau coup de pied en NFL, on n'est pas tombé des nues parce qu'on ne l'a pas découvert à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Américains qui se sont dit mais c'est quoi ce truc, ça vient d'où, machin tout. Alors qu'en fait, nous, en ELF, on était déjà à peu près, on était rodés. Au moins, la NFL a adopté la règle un peu tardivement parce que je crois que c'était même pas adopté au meeting des propriétaires, c'était arrivé un peu plus tard. Donc même eux, ils ont mis un peu de temps à faire la pub. Mais moi, perso, ça fait 4 ans que je regarde ce kick-off-là, donc moi, j'adore. Je suis complètement acquis à ce kick-off. Et je pense que même ça va faire des adeptes derrière.
Complètement. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui seraient, third string, receveur 3, receveur 4, même juste spécialiste returner, qui n'auraient même pas d'occasion de viser un autre rôle. En fait, ils vont pouvoir avoir leur tape sur ce kick-off-là, et ça va devenir une phase de jeu où on sait qu'il y a des équipes, elles vont être mauvaises sur les blocs, et en fait, tu peux aller chercher des positions de départ à 35, 40, 45 yards. En XFL, tu avais des équipes, elles ne laissaient rien passer au-delà de 20 yards, et il y en a, ils laissaient tout passer, et ça a commencé à 45 yards. Donc ça ouvre aussi une nouvelle phase de jeu pour l'attaque. Totalement. Et puis même du coup pour même l'équipe qui kick en vérité, parce que si tu fais un touchback simple, c'est plus 20 mais c'est 30. Si tu fais une pénalité et que la balle sort, c'est 40. Tu vas chercher le rebond dans le terrain pour avoir le touchback à 20. Franchement, moi j'aime beaucoup et ça oblige vraiment toutes les équipes à réfléchir. En fait, c'est juste beaucoup plus un défi intellectuel dans le sens où tu te dis si tu gagnes vraiment et que tu sais que ta défense elle va faire le taf, tu peux aller chercher le touchback directement même si tu reprends un 30 yards, etc. Donc ouais, ça va être beaucoup plus sur le côté intelligence et même là, la NFL ne pouvait que passer à de toute façon une forme de kick-off qui remet le kick-off sur le devant de la scène, parce qu'année dernière, c'est que 22% de kick-off retournés, donc c'est le plus bas sur toute l'existence de la ligue, donc plus de 100 ans. Et au Super Bowl, aucun kick-off retourné, et c'était la première fois que ça arrivait. Donc là, en fait, ils disent on peut pas avoir un Super Bowl où le returner ne retourne rien, c'est juste pas possible. Donc là, même pour ceux qui ont juste le poste des returners, ça doit être juste très frustrant de voir que toutes les balles elles sont faites en sorte de passer au-dessus de ta tête et que tu puisses rien faire. Et la NFL, en fait, a même des contacts avec l'ELF, avec les arbitres de l'ELF, où en fait, ils regardent ce qui se passe en ELF ou en UXFL, ULF, pour voir un peu comment ça marchait les kick-offs dans les autres ligues. Je pense que tous les arbitres NFL sont pas encore rodés. Hein. Quand tu vois le micmac que ça a été à Jacksonville là, contre les Chiefs, on voit la vidéo 4 fois. Pour être sûr, qu'est-ce qu'on fait? Attends, limite le mec il était parti chercher le livre des règles pour voir comment ça se passait, quoi. Tu sens qu'ils sont pas sereins non plus tous les arbitres. C'est cool parce que du coup s'ils ont un lien vraiment entre les deux ligues, ça veut dire qu'un kick-off de 400 yards, ils vont dire ah ouais lui il est fort. Ah oui, non mais clairement. Même tu vois la NFL quand elle recrute des. T'as joué en D3, tu vas jouer à D3 la prochaine fois. Là tu peux aller road to NFL. Le road to NFL, j'arrive à se faire sortir le ballon des stades. Le seul homme qui fait sortir le ballon des stades. C'est juste dommage qu'il ne l'ait pas gardé. Dernière question là, si tu veux. Attends, j'en ai juste une avant. Non, parce que toi, tu finis. Bah oui, comme ça, on finit par la compagnie, on peut leur dire bonjour, ils sont contents, etc. Tant qu'on est à parler de la NFL, on a de plus en plus de joueurs comme toi, parce que tu viens du soccer, toi, de joueurs de kickers. Je pense à Brandon Aubrey, notamment du côté des Cowboys, mais il y a aussi Charlie Smith des Saints de la Nouvelle-Orléans qui vient du football gaélique. Il y a de plus en plus de joueurs qui viennent d'un autre sport et qui deviennent kickers. Est-ce que ça te semble limite une reconversion naturelle? Reconversion naturelle, non, je dirais pas ça, parce que c'est quand même un gros travail. Dans le sens où, pour moi, une reconversion naturelle, c'est que tu n'as pas réellement forcé et tu es déjà le meilleur. Donc, pour moi, ça m'a aidé. Je ne vais pas mentir, ça m'a aidé, mais sur le plan force, sur le plan explosivité et frappe de ballon. Mais après, sur le plan technique, rien à voir. De toute façon, encore une fois, je le dis dans l'interview avec Wake, il y a une technique de balle, une position de ton corps, une position de ton pied, la manière dont tu vas te placer, tes steps de base. Donc, pour toi qui ne parle pas très bien, tes pas de base. On en reparle samedi, Mathis. On en reparle samedi. Avec grand plaisir. et les pas de base, ton corps, etc. Non, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et pour moi, c'est pas forcément une transition naturelle. Mais si tu es amené à vouloir toujours aller dans le haut niveau ou toucher le haut niveau et que tu es sorti de ce genre de sport et que tu as des prédispositions en termes de jambes avec ta force ou autre, je pense que ça peut être plus ou moins simple. C'est ce que disait Brandon Aubrey l'an dernier quand il voulait tenter de battre le record de Justin Tucker du plus long field goal. Il disait que justement la force qu'il avait acquis en football, en soccer, pouvait lui permettre de passer des ballons alors lui est estimé à 65 yards minimum, 65-67 yards.
Je sais toujours pas d'ailleurs pourquoi les Cowboys l'ont pas laissé tenter dans un match qui servait à rien, un field goal à 65. Je crois qu'il en passait en 64. Oui, 64, et il il aurait pu, voilà, il disait qu'il avait au moins 65 ou 67, voilà, ils auraient pu. Puis là, il y a Jake Bates chez les Lions qui va faire pareil, tu vas voir. Hein. Il voulait le faire contre les Packers, mais du coup, on les a gardés dans leur camp. Comme tu disais, Mathis, de toute façon, à l'entraînement, quand tu es tout seul, tu peux en passer, toi, des 60 et plus. Ben, on sait que les gars en NFL, eux, à l'entraînement, c'est des 70 et plus, quoi. C'est 70, 72 et tout, 74. C'est ouf. Hein. Après, ouais, carrément. Après, je critique pas, mais la NFL, je pense que c'est juste un autre monde, quoi. Enfin, t'es là, tout est millimétré pour que tu y arrives, tu puisses le faire, tout soit parfait. Tes entraînements, ils sont spécifiques à ton poste. T'as des gens, ils viennent te chercher les balles, ils te les posent, t'as pas à bouger. Enfin, tout est optimisé, donc c'est sûr, c'est la meilleure ligue et c'est les meilleures équipes au monde qui sont là-bas. Mais ça m'étonne pas que des mecs... On prend la première personne ici, on lui demande de faire la même chose, il n'y arriverait pas, mais on prend quelqu'un qui a un minimum de force et un minimum de niveau. On lui met toutes les choses autour de lui pour que ça puisse arriver. Je pense qu'il y a de grandes chances que... L'occasion pour nous de saluer Mathieu Van Boll qui a testé un kick, je crois que c'était avec les Grizzlies catalans cette année. Alors, ça n'a pas été une franche réussite, hein. On salue Mathieu qu'on adore, mais ça n'a pas été une franche réussite, donc il prendra des cours samedi avec Mathis. Ça va pas kicker en Elite l'année prochaine. Voilà. Mathis va nous donner un spécial tour à toute l'équipe de Tailgate après le match. Après le match, avec grand plaisir. Pour qu'on sache comment taper dans un ballon, parce que bon, ça, on fera un concours. Voilà. Vas-y, carrément. Je vous mettrai à 47 yards comme ce que j'ai fait au match aller contre Madrid. Et le premier, déjà surnommé à 5. Le premier qui passe à la ligne des 20 a gagné. Ok, ça me va. Ça me va, on va faire ça. Jus, tu avais une question encore? La dernière question, qui est de la Red Company, qui t'envoie toute sa force et son amour, comme ils disent, et qui voudrait savoir si tu comptes quand même revenir l'année prochaine. Je suis pas décisionnaire pour l'instant. J'aimerais bien qu'on me repropose. Si on me repropose... Dis ce que toi tu veux. On s'occupe de Marcangelo. Qu'est-ce que t'en veux? Parce que de toute façon, l'off-season NFL, c'est quand même aussi un cadre particulier au niveau des règles. Des re-signatures et tout. Donc toi, qu'est-ce que tu envisages justement pour la suite de ta carrière, quoi? Moi, j'aimerais bien aller jouer au plus haut niveau. Donc déjà, le LF pour moi, c'était une grande étape. Après, si je peux aller chercher encore plus loin, j'irai chercher encore plus loin. Ça, il n'y a aucun doute. Mais en ce qui concerne le LF, moi, Paris, c'est chez moi, entre guillemets, c'est la France. Donc forcément, on a toujours envie de porter les couleurs de son pays et de jouer au plus haut niveau pour son pays. Donc représenter la France dans une ligue européenne, bien sûr que c'est quelque chose que je veux faire encore des années. Et donc re-signer l'année prochaine, oui, ce sera avec plaisir. Après, encore une fois, je ne sais pas de quoi il fait demain, je ne sais pas ce qui se passera. Mais... L'équipe de France, j'aimerais bien. Je n'ai pas été contacté par l'équipe de France encore, mais pourquoi pas. On va les appeler à la Fédé. C'est aussi une étape dans une vie de porter le maillot réellement de l'équipe de France et d'aller jouer contre d'autres pays. Comme quelques années, ils ont gagné les World Games, l'Euro, etc. Avec des joueurs avec qui je joue actuellement d'ailleurs. Mais du coup, forcément, passer par l'équipe de France, c'est une étape dans ma vie, ça c'est sûr. J'aimerais bien le faire maintenant ou plus tard, mais j'aimerais bien le faire. Mais t'es encore jeune, après, on rappelle que t'as que 22 ans. Mais après, re-signer à Paris, oui, avec plaisir. En fonction de tout ce qui va avec, oui, avec plaisir. Et en fonction de ce qui se passe demain, encore une fois. Mais si j'ai possibilité d'aller jouer XFL, UFL, CFL, NFL, ce sera avec grand plaisir. Un indice sur ton futur à Paris, Marcangelo disait sur Being hier qu'il se sentait bien mieux cardiaquement depuis que tu es là. Voilà. Et le rythme cardiaque de Marcangelo nous intéresse au plus haut point. C'est quelque chose dont nous prenons soin. D'ailleurs, ça me demande à son docteur éventuellement. Ça me donne l'occasion de remercier Marcangelo et toute l'organisation des Mousquetaires qui nous permettent toutes les semaines d'avoir un joueur avec nous, et c'est vraiment très sympathique. Alors c'est vraiment sympa de votre part déjà de vous rendre dispo pour nous, mais aussi de la part des Mousquetaires, parce que ça demande mine de rien de l'organisation de trouver des gens qui sont disponibles, et jusque là c'est ce qu'on disait en antenne, mais on va le répéter, tout le monde a été très sympathique avec nous, donc allez voir, encore une raison de plus d'aller voir les Mousquetaires, parce que en plus c'est des gens sympas. Faut remplir le stade là. C'est ça. Oui, on fait ce qu'on peut, hein, on essaye. Moi déjà j'arrive à 4, tu vois, c'est déjà pas mal. À terme on va y arriver.
C'est ça, oui, on va y arriver, bien évidemment qu'on va y arriver. Kevin, on va le motiver pour qu'il vienne aussi. Et puis, J'y suis venu l'année dernière, mais là, avec les JO, et j'ai déjà fait 3 allers-retours sur Paris. Donc, ouais, donc tu as préféré les JO aux mousquetaires. Ouais, Tu c'est viens ce que donc je de veux perdre dire. ta place dans Tailgate. mais j'assume totalement, puisque les Tout ça pour aller voir de la eux, lutte seront... gréco-romaine. Ouais, bon, bah, ça, Kevin, ça Les tu marche. participeras mousquetaires jouent au chaque flag année football, et seront en championnat cette année. Non, mais on sur comprend, Paris. on l'accepte pas, mais on comprend. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'arrêt de compagnie, et encore une fois, j'excuse Steven qui est avec nous d'habitude, mais qui là est en vacances. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que kicker, le soutien de l'arrêt de compagnie? Parce que on les a vus beaucoup à Jambouin, mais ils ont été aussi bruyants pendant vos déplacements, notamment à Madrid. C'est un soutien qui fait du bien, je suppose. On les entend plus, même à Hambourg, dans un gros stade avec je sais plus combien, 15 000 personnes, je crois. On les entendait plus que les autres supporters. Donc, ouais, franchement, c'est. En fait, ils arrivent à créer une dynamique, d'autant plus, je parle à Jambouin, parce qu'à l'extérieur, on n'entend qu'eux, et du coup, c'est très bien pour nous. Mais à Jambouin, ils arrivent à créer une dynamique et à emmener le public avec eux. Et ils ont créé un lien avec nous. Du coup, l'équipe de cheer qui a été créée cette année, certains supporters qui les rejoignent au fur et à mesure. Et en fait, ils ont créé des champs pour certains joueurs. Enfin, ils sont juste fous, mais c'est super cool. Franchement, ça apporte. C'est un truc que me disait Greg, de l'arrêt de compagnie, je l'ai contacté la semaine dernière. Oh bon, on est en contact depuis le début de l'année, on va pas se mentir. Mais même là, on avait l'idée de faire un article justement pour rendre hommage à l'arrêt de compagnie, au travail qu'ils ont fait toute l'année. Ouais, carrément. Et je leur ai dit, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner le nom d'un ou deux joueurs que je pourrais contacter pour avoir leur ressenti sur tout ça? Il me dit, ça va être difficile parce qu'en fait, on s'entend très bien avec tout le monde. Donc, prends celui que tu veux dans la liste. Normalement, ça devrait bien se passer. Ouais, totalement. Franchement, ils font un taf monstre. Ils apportent un second souffle monstre. Non, franchement, c'est entre guillemets le second souffle. C'est très, très fort dit comme ça. Mais c'est vraiment quand, par exemple, il y en a un qui rate quelque chose, ou un gros catch, ou une transfo, comme j'aurais pu le faire, ou un kick-off ou autre. T'es pas forcément bien, tu penses déjà à la prochaine action et au fait que tu vas devoir te rattraper, mais derrière tu as toujours l'arrêt de compagnie qui commence à crier, soit qui scande ton nom, soit qui crée un chant, soit qui encourage la totalité de l'équipe. Donc non, franchement, ils apportent une réelle dynamique et une vraie plus-value en plus à l'équipe. Donc franchement, c'est fortement apprécié par tous mes coéquipiers et moi-même, je pense, à mon avis. C'est parfait. On fait un petit tour des résultats, les amis, de cette semaine de LF. On commence bien évidemment par rappeler le score de nos mousquetaires, parce que c'est tout ce qui nous intéresse au final. 57-7 contre Cologne. On a eu un gros duel entre les Entroners et les Lions. Ça a été cherché haut, 9 pour Prague. Et il y a Wikipédia qui disait que c'était un des pires matchs qu'il avait vu. Je lui ai dit, attends, il y a France-Grande-Bretagne quand même. Ah oui, Alors, où il y a Dragons Ravens. France-Grande-Bretagne, c'était quand même pas piqué des hannetons. C'est le 0-0 avec la prolongation, c'était quand même difficile. Mais bon, là on est à 9-6. Il y a eu un 3-0 en NFL l'an dernier. C'était Raiders Vikings. Oui, mais je crois que c'était un Satan, un truc comme ça. Ils avaient une circonstance atténuante. Non, c'était chez les Raiders. Et en fait, il y avait des blessés des deux côtés. C'est quand tu avais Josh Dobbs qui jouait chez les Vikings et O'Connell qui commençait à prendre des snaps aussi chez les Raiders. Il manque plus que Daniel Jones et on était bon, quoi. Alors, je salue toute l'équipe de TFA qui supporte les Giants de New York pour ce petit tacle à la gorge. Alors, le trade de Saquon, voilà, c'est ça. On va leur parler de Saquon, ça leur fera plaisir. Alors, donc 9-6 pour les Prague Lions face aux Fairbairn Runners. C'est quand même la première victoire des Lions cette saison. Ouais, c'est même, j'allais dire, leur première victoire, parce que l'année dernière, quand ils ont une victoire, elle est attribuée parce que les Leipzig Kings ne jouent plus. Et en fait, il y a un match qui est cancel. Donc au final, ils finissent à 1-11 l'année dernière. Là, ils sont à 1-10. Je sais plus ce que leur dernier match, mais voilà, c'est la première victoire de la franchise en LF, vraiment, sportivement. Bravo les Prague Lions. Mais c'est une équipe qui a une défense qui est intéressante sur le papier, qui a réussi à inquiéter un peu des fois des équipes, mais en attaque, à part Juzelka, le running back, qui est excellent. Même les imports, et puis des fois il y a des étincelles, mais bon, ça n'a jamais donné quoi que ce soit. Je suis même déçu là de voir les Entroners ne pas aller chercher la victoire parce que
la connexion de Jack Mangal et Nathaniel Robitaille, c'est quand même un truc sympa. Et là, dans le match, en fait, ils se font éteindre, quoi. Donc, j'ai pas compris la défaite des Endrunners. On t'avait pas dit, Mathis, que quand on lançait Jus sur les Endrunners et sur les Lions, ah bah moi, c'est l'autoroute du kiff. Hein, il a raison. Tu signes un receveur du Rainfire, t'espères qu'il va... Enfin, il est bon, Nathaniel Robitaille, hein, justement, la connexion avec Mangal est bien. Mais en fait, là, il y a un truc qui passe pas et... Voilà. Ouais. Je pense qu'il a un gros rôle au fond de lui. Il joue pas la même chose, on va dire. Il était content de signer chez Endrunners en off-season. Je me demande si au final c'est le même état d'esprit aujourd'hui. Oui, mais bon, oui, c'est dommage de voir un si bon joueur dans une équipe qui sera peut-être pas l'année prochaine. De toute façon. On le verra peut-être dans une autre équipe l'année prochaine. Voilà. J'espère pour lui, si c'est un bon receveur, c'est vraiment un bon très bon. Et nous, on en a déjà assez des bons à Paris, on n'a pas besoin d'un de plus. Alors, le Francfort Galaxy qui a battu 37-20 les Madrid, bravo, alors ça, j'ai envie de dire, que pouvait-on demander de mieux? Surprise de week-end, je pense. Alors, il y en a quelques-unes, des surprises de ce week-end. Oh non, quoi que non, en fait, c'est pour moi, c'est il y a le Surge qui perd aussi. La course, effectivement. Bah oui, le Surge et puis le... Mais perdre de 17 points. Alors après... c'est une surprise, oui, mais en début de saison, Francfort, c'était quand même considéré comme une équipe qu'on voyait potentiellement playoffable, tu vois. Ils se sont ratés complètement sur cette saison, mais c'était Franck pas fort. Voilà, c'était Franck pas très fort, du coup, cette année. Oui, ça va être long. Hein. Le dernier quart d'heure va être long, Mathis. Hein, mais ça va encore 15 minutes et c'est bon. mais quand on voit, nous, notre victoire contre eux à domicile, c'était pas non plus un match facile. Hein. Ah non, c'était pas un match facile. Mais c'était Francfort qui avait eu des turnovers et tout. C'était Francfort qui avait joué tout en petites passes. Il faisait des gains de 5-10 yards maxi à chaque fois. Il forçait les turnovers qui avaient un peu inquiété au début du match. Quoi, ouais. Mais bon. Et puis en plus de ça, on gagne que de 3 points. Donc non, franchement, c'était un match. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on avait eu peur de la réédition de l'année 2023 où Francfort nous avait battu de très. Et pour anecdote, au match contre Francfort à domicile l'année dernière où on perd sur un field goal, j'étais dans les gradins. Voilà. Tiens, non, mais c'était une question. C'est tout près destiné que tu sois là en fait. C'était une question que je voulais te poser. Tiens, d'ailleurs, l'an dernier, tu avais suivi la saison des Mousquetaires assidûment. Ouais, totalement. J'avais tout suivi en plus. D'accord. Voilà. Je ne suis pas une simple personne qui arrive de nulle part. J'ai suivi la saison. J'ai suivi la saison l'année dernière. Ouais. C'est très bien. Ils n'ont pas eu à te passer toutes les cassettes en début de saison. C'est très bien. Un mot, Julien, sur Francfort? Ouais, parler du nouveau QB de Francfort. Ah bah ouais, Matthew McKella qui est là depuis 5 matchs et en fait qui a remplacé Luke Zaradka quand il était parti sur hier et qu'au final on reverra pas Zaradka de la saison. Bah il est vachement bon parce que le passing game il s'est très bien développé. Même en fait c'est une équipe qui était playoffable, on le disait dans le podcast off season, le recrutement était intéressant. Ils avaient passé un nouveau projet. Dont un Français en receveur, Kaya. Ah oui, Kevin Kaya qui est excellent. Excellent. Kevin Kaya qui fait une très très bonne saison avec la Galaxy. Ils ont Sodro Platzgummer au sol, pareil, qui avait fait un mauvais début de saison mais qui est très bon maintenant. Donc là, même je m'attends à ce que le dernier match, ils essayent de... Platzgummer, il a joué chez les Giants. Alors donc, ouais, il a fait une pré-saison chez les Giants. On va pas dire que ce soit ouf. Hein, donc. Et l'année dernière, c'était chez Raiders, il s'est fait les croisés et il était revenu, il avait signé après la Galaxy. Oui, il y en a d'autres qui se sont fait les croisés et qui reviennent à un meilleur niveau. Non, mais bon match. Et Madrid avait des absences. Hein, donc, il n'y avait pas Dwayne Eddy au sol, il n'y avait pas Luke Glenna dans le safety. Donc il y avait des absents aussi chez Madrid. Nous aussi, ça ne nous a pas empêché de gagner. Alors, les bim, on en remet un coup. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une aubaine pour les Parisiens. Après, vu le format playoff de cette année encore, c'est une aubaine. Il reste encore à battre Francfort. Clairement, c'est pas vraiment une aubaine non plus. C'est bien, mais au final, ça change rien parce que de toute façon, il faut battre Madrid pour passer en playoff. Et que ce soit là, qu'ils aient perdu ou qu'on les batte la semaine prochaine, de toute façon, ça change rien au Schmid, grosso modo. Ouais, dans tous les cas, il faut qu'on gagne, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, merci Kevin. Quand tu as fini de casser tout ce qu'on dit sur les playoffs, parce que déjà tu as remis Julien en place ce week-end, en plus, oui, c'est là vrai. Maintenant c'est moi, tout à l'heure c'était la franchise même des Mousquetaires. On va te laisser faire un podcast playoff, Kevin.
On sait qu'il va rédiger les articles sur les situations de play-off. Alors, le reste. 90-0 pour les Munich Ravens contre le Barcelona Dragons. Est-ce que c'est besoin de parler de ce match? Non. Non. Même les gars de LF, ils l'ont pas parlé. Hein. Juste le fait que ce soit la plus grosse victoire de la Ligue, je crois. Pour moi, c'est juste rageant parce ouais. qu'il y a des Français et des gars des Grizzlies catalans qui sont partis jouer là chez les Dragons. Et je me dis, c'est quand même con d'aller te prendre des matchs où. Imagine, tu te blesses là alors que les gars ils vont retourner jouer en dernière élite là. C'est con d'aller faire des matchs comme ça. Puis, pour moi, comme disait Julien, alors c'est 90-0, c'est le plus gros match, mais en fait ça n'a aucune saveur. On s'en fout d'un résultat comme ça. Tu peux même pas flex sur ce résultat. Quoi. Autant nous, là, Paris, quand on met 60 points face au Centurion à l'aller, oui, là on flex. Parce que c'est un vrai match. Là, il n'y a rien. On veut surtout pas avoir des shootouts. Déjà, des trucs qui font 40-0, là on en a eu dans la saison. Mais là, 90-0, mais. On veut pas voir ça, quoi. C'est dommage. Est-ce qu'il y a des merci rule en ELF? Non. Je vais voir une merci rule. C'est quoi une merci rule? C'est en gros d'un certain nombre d'écarts. Oui, non, mais c'est ce que je me suis dit aussi dans le match, justement, pourquoi ils l'ont pas arrêté. Parce qu'il me semblait avoir vu ça l'année dernière avec un match. Parce que les Dragons sont venus pour une fois sur le terrain. C'est ça. La dernière fois, ils avaient arrêté. Alors oui, non, mais il y a eu le match. Oui, non, mais il y a eu le match la dernière fois où ils avaient arrêté parce que ils avaient failli de toute façon pas venir et ils avaient dit ils avaient fait forfait. Forfait, tu vois. Forfait à la mi-temps. Là, ils se sont dit, c'est un adversaire direct de Paris, donc on va essayer de prendre le plus. Je trouve ça terrifiant dans le professionnel quand même. Oui, voilà, c'est l'effondrement. On en a parlé beaucoup cette saison de la différence de niveau, mais même dans les conférences. Je veux dire, vous êtes quand même dans la pire conférence qui existe avec les Mousquetaires. C'est la conférence la plus relevée qui existe. Je pense que limite, c'est même mieux. Ah bah ça après ça se discute. C'est mieux, mais le problème, voilà, on en vient, tu vois, là pour les tiebreakers notamment, c'est complètement faussé parce que du coup, Paris est derrière. Sur ça, je suis d'accord. Alors que là, voilà. Faudrait qu'il y ait une équipe qualifiée en playoff. Sur ça, je suis d'accord, mais en termes de niveau. Ah bah c'est sûr que quand les Vikings ils vont jouer une vraie équipe entre guillemets sans faire offense aux autres, ça va leur faire bizarre. C'est comme les Patriots quand ils sont en finale de conf, ça leur fait drôle. Tu vas sur un terrain glissant, il n'y a pas Wake, mais je savais, j'ai fait exprès. Tu peux charger les Giants, il n'y a personne aujourd'hui, tu peux y aller, vas-y. Mathis, il est fan des Seahawks, donc ça va. Donc pour le coup, là, un bon match, si vous voulez regardez le Thunder Panthers qui a fait 36-34 avec double prolongation. Et donc en ELF, de prolongation. C'est même, tir au but. C'est double. De toute façon, c'est les doubles prolongations NCA, c'est-à-dire que les premières prolongations, c'est des tentatives depuis les 25 yards, et en fait, il y a un moment, il y a eu 30-30, et quand ça bloque, tu fais des conversions à 2 points. C'est la même chose en D1 Elite. Oui, au final, c'est les mêmes qu'en D1 Elite. Alors que au final, il faudrait juste adopter les 2-point conversion. Ça sert à rien de jouer les drives à 25 yards. Pareil, c'est un risque de blessure de jouer 10 minutes en plus sur un match de 60. Mais bon, s'il fait 4 heures au final, le match, mais tu vas chercher 10 minutes où tu vas potentiellement te blesser. Alors que jouer que des 2-point conversion, il y a un risque de blessure en moins. Et les deux autres résultats, le Rainfire a battu Hambourg 51-2. Et les Raiders ont donc battu le Surge 45-42. Très beau match. Première défaite des Surge de Stuttgart. Alors, a priori, ils avaient un problème de QB, de ce que je comprends. Alors, non, pas du tout. Non, au final, là, Ryan Hennessy, il était là, il a fait tout le match. C'est la semaine dernière, en fait, sur le match de la semaine dernière, ils jouent un quart temps et demi, il est blessé. Ils mettent leur backup. Leur backup est blessé. Et là, le backup du Surge, c'est fin de saison, il ne reviendra pas. Donc, c'est-à-dire que le Surge aussi vient avec qu'un QB en. Bon, après, il y a des mecs, des receveurs, ils peuvent le cuber. Mais en fait, là, non, le match est très bien. Il y a beaucoup de turnover, en fait. Il y a aussi 3 interceptions. Il y a beaucoup plus, en fait, même le Surge. Enfin, des deux côtés, ils auraient pu mettre encore plus de points. Mais c'est un match très compétitif, là, le Raider Surge. Voilà. Donc voilà pour le programme. Enfin, par contre, ce résultat ne nous arrange pas, puisque du coup, les Raiders auraient pu être à 4 défaites. Et finalement, ils en sont qu'à 3. Mais de toute façon, comme dirait Mathis, nous gagnerons tous à la fin de l'année. Donc le problème n'est pas celui-là. En parlant de la fin de l'année, je rappelle que vous pouvez venir à Jambouin samedi pour le match entre les Paris Mousquetaires et les Madrid Bravos. C'est un gros match de foot américain. C'est le dernier de la saison régulière. Moi, je te corrige. C'est pas vous pouvez, c'est faut venir. Vous devez. Voilà, ah oui, j'ai oublié. C'est obligatoire. J'y viens. Attends, j'y viens. Donc vous devez venir à Jambouin pour supporter les Mousquetaires de Paris. Ce sera samedi, c'est à 16h, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Parce que sur le. C'est samedi, c'est pas oui. Ouais, même ils avaient mis 17. C'est 16. Ouais, voilà. Sur le calendrier de début de saison, c'était marqué 17. Après, là, ça a été marqué 13. C'est 16h, le match. Un match de 16h. Et c'est le samedi.
Et c'est le samedi, c'est pas dimanche. Dernier match. Ça tombe bien parce que du coup j'avais prévu un truc dimanche sans penser au match. J'ai ah cool, c'est bon, c'est samedi. Patrick Ezoumi a pensé à toi, tu vois. Voilà. Tu penses même plus à l'équipe, c'est terrifiant. Non, c'est magnifique. Alors, pour la petite histoire, c'est mes enfants qui m'ont forcé à aller à Center Park. Ah ouais. C'est pas la question, les enfants, ça c'est excusable. C'est excusable. Donc avant de refaire la pub pour les mousquetaires, j'ai oublié le MVP du match Paris-Cologne. Mon cher Julien, ton MVP du match? Bah, c'est que là, au final, il y a beaucoup de candidats, vu qu'il y a plusieurs mecs à 2 touchdowns, même la défense, c'est bien. Mais là, j'aurais tant aimé que Saïd, il aille mettre son... Je pense que je vais faire sur son interception où il met le pied en touche, là, tu vois. Ah oui. Ah là là. Oui, elle était belle, ouais. Ah, c'est triste. Mais non, justement, ouais, peut-être comme une autre émission où je crois un coup, j'avais peut-être donné 2 noms, mais en attaque, je vais dire Rémi, qui fait un bon match, Rémi Berthelin. Mais en défense, c'est aussi Dylan Gomis qui fait encore des trucs qui est exceptionnel. En fait, tu prends que des gens qui sont venus dans le podcast. Bon, en même temps, on a reçu la moitié de l'équipe, c'est pas difficile. Ouais. Il y a quand même une bonne quantité de gars. Hein. Ouais, il y a quand même quelques-uns. Et toi, mon Kevin? Moi, je mettrais Chris Wombo parce qu'il a très bien démarré son match. C'est un peu lui qui, à mon avis, nous remet aussi un peu dans la marche en avant. Et puis il finit très bien avec 2 TD. Très bien, Chris Wombo, qui a brillamment remplacé Jason Aguemon. Qu'on salue, Jason aussi. Qui nous a fait un hurdle. Hurdle qui met, il est incroyable. Ah oui, il est beau. Je tiens à le souligner quand même. Lui aussi, c'est créé au JO. Mais le mec est vraiment debout. Enfin, notre adversaire, le gars de Cologne, est vraiment debout. Et je me suis dit, il va jamais faire ça. Et il l'a fait. Voilà, il l'a fait. Bravo à lui. Bravo à lui. Ouais, donc, encore une fois, venez samedi supporter les Mousquetaires. C'est à 16h. C'est à Jambouin. Je dirais bien qu'on vous offre les places, mais non. Faut vous les payer. Oui, c'est comme ça. C'est ainsi que va la vie. Vu que Kevin nous a oublié, c'est lui qui paye. Alors, alors non. Et puis, j'allais sortir. Non, mais j'ai une autre raison, c'est qu'il faut que je m'occupe du Twitter aussi. C'est plus simple pour pouvoir faire le PC à la maison. Et donc voilà, non mais vraiment prenez vos places. En plus, le stade se remplit plutôt pas mal. Donc venez supporter pour une dernière fois dans la saison régulière les Mousquetaires de Paris et fêter peut-être l'accession en play-off. À Jambouin, oui, bien sûr, il y a Francfort. Et les play-offs peut-être après. Mais le stade de la Vallée du Cher. C'est pour ça que j'ai dit en saison régulière, mon cher. Juste avant de refermer ce podcast, 2 petites choses. La première, c'est le programme des podcasts sur The Free Agent. On retrouvera les 2 previews de la semaine. Ce sera jeudi, on fera la preview de la NFC Nord et samedi, celle de la FC Nord. On a passé la NFC Sud, donc maintenant vous pouvez écouter. Il n'y a plus que des bonnes équipes. Ensuite, pour la... c'est un fan des Saints qui le dit. C'est un fan des Saints qui le dit. Les Saints, c'est pas plus de 3-4 victoires cette année en plus. Ça va être terrible. Pour juste un petit mot aussi pour nos amis de l'équipe de France de flag football qui ont lancé une cagnotte pour pouvoir se rendre au championnat du monde qui ont lieu en fin de mois à Lahti en Finlande. Une cagnotte qui a donc été lancée notamment par l'équipe féminine de France de flag football pour payer le déplacement, l'hébergement, etc. Vous retrouverez l'adresse de la cagnotte sur un article qu'on a fait sur The Free Agent et voilà, si vous pouvez donner un petit peu pour l'équipe de France de flag. On rappelle que le flag football sera en plus sport olympique en 2028 à Los Angeles. Donc voilà, si on peut les aider un minimum, n'hésitez pas. Tu déconnes, mais c'est très probable en plus. Dans l'équipe ou un spectateur? Non, un spectateur, parce que mon fils, lui, j'ai pas réussi à avoir les places pour le judo, donc quand il a su que Teddy Riner allait continuer, j'ai fait bon, bah écoute, pourquoi pas. Moi, après avoir fait les JO, je me dis, j'ai envie d'y aller. Et ma femme, quand elle a vu la passation avec les plages à Los Angeles, elle a fait ah tiens, je ferais bien mes vacances là-bas. Donc, voilà. Non, mais du flag en plus, c'est dans des stades NFL, ça s'ils font ça au SoFi, ça va être ouf. Alors au SoFi Stadium, apparemment, c'est les épreuves de natation. Oui, c'est la natation au SoFi Stadium. Tu vas comprendre. Ils vont faire du flag quoi sur les terrains d'entraînement. Bon, après, toi, les Chargers, ils ont des tout nouveaux terrains d'entraînement là. Et j'en profite du coup aussi pour faire une petite dédicace à Adeline des Pionniers de Touraine qui sera en équipe de France de flag. Voilà. Et voilà. Et ben on l'a salué. J'ai beaucoup de dédicaces pour faire aux équipes de France. Il y aura peut-être Hugo, il y aura peut-être Vincent Lemoine. Des gars avec qui jouent. Des gars qui ont des expériences flag, avec qui vont jouer, ça va être bien. Wadjé aussi, je crois. Il a joué, donc je sais pas s'il est. Contre la All Team qui mettront des gars de la NFL. Ils ont cherché des noms, c'est. Voilà. Donc si vous pouvez aider l'équipe de France de flag, faites-le. Je sais que c'est pas facile en ce moment financièrement pour tout le monde.
monde. Mais voilà, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à leur donner même 5, 10 euros. Hein, c'est déjà Kevin qui paye. C'est Kevin qui paye. Non, du coup. Et Kevin vous paiera aussi vos vacances à Los Angeles en 2028. Voilà, puis il faut que j'aille voir les Packers à un moment donné aussi. Donc, ouais, bon, ça, c'est pas obligé, ça, tu peux le rayer de la liste. Non, Allez, non. on te remercie grandement, Mathis. On te dit à plaisir, samedi. Merci On te dit à beaucoup, samedi Mathis. pour Mathis. le dernier match. Et Merci à vous. à tous, un grand merci de nous avoir écoutés. On se retrouve toute la semaine sur l'application, sur le site de The Free Agent et en podcast jeudi et samedi. À la semaine prochaine pour le LS.